Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je pourrais aussi dire chers amis, parce que je m'adresse particulièrement à tous mes contacts qui sont dans la mouvance écologiste, animaliste, à tout ce qui est le respect du vivant, et la vidéo s'adresse particulièrement à eux. Alors, ça tombe bien parce que regardez, je suis dans une zone protégée, une zone de nidification des oiseaux, et donc c'est un bon endroit pour parler d'écologie. L'écologie, bien souvent, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la protection des populations, la protection de la biodiversité, c'est aussi diminuer les pollutions, etc. Vous voyez d'ailleurs les images qui défilent à l'écran sur les recommandations pour respecter cette zone. Ne pas jeter de déchets, ne pas déranger les oiseaux, tout ça est très bien et ça marche. Je suis dans une zone de biodiversité très riche, c'est passionnant, je fais des belles observations tous les jours, notamment des oiseaux qui nichent dans cette fameuse zone protégée et qui viennent se nourrir sur la plage et dans la mer. Et tout ça cohabite avec du tourisme de plage, et donc c'est bien la preuve qu'on peut respecter en partie, en tout cas, la nature et conserver des belles populations animales tout en profitant de nos activités favorites. Ce genre de projet doit évidemment être encouragé par les partis écologistes. Moi, ça me concerne depuis très longtemps, puisque de toute ma vie, j'ai soutenu les actions de conservation de la nature. J'ai d'ailleurs un groupe qui s'appelle Éconaturaliste sur Facebook, où on rassemble comme ça des gens qui sont actifs pour la conservation de la nature. Et dans ce groupe, en 2017, vous verrez que Jean-Luc Mélenchon est soutenu à l'élection présidentielle parce qu'on estime qu'il a un des meilleurs programmes écologistes et également de protection des animaux parmi les nombreux candidats qu'il y avait à l'époque. Alors j'insiste sur ce point parce qu'il y a des gens, parce que j'ai soutenu Marine Le Pen contre Emmanuel Macron au deuxième tour, qui pensent que je suis de droite ou le péniste. Non, si Macron avait été opposé à Mélenchon à la place de Marine Le Pen au deuxième tour, j'aurais évidemment soutenu Mélenchon. Je l'ai dit avant la présidentielle. Si vous ne me croyez pas, allez revoir ma vidéo sur Mélenchon. Revoyez ici d'ailleurs le petit extrait à ce propos. Est-ce qu'au deuxième tour contre Macron, je le soutiendrai? Alors là, oui, certainement, là, il n'y a pas match. Contre Macron, il y a beaucoup de gens que je soutiendrai, mais certainement Mélenchon. Par rapport à Macron, il n'y a aucun doute sur la question. J'insiste donc bien lourdement, je ne soutiens pas le Rassemblement national, je n'ai pas appelé à voter Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle, et je n'appelle certainement pas à voter Rassemblement national aux législatives. Je vous dirai en fin de vidéo, dans les grandes lignes, les partis, parce que je ne suis pas pour un parti en particulier, qui peuvent éventuellement apporter quelque chose de positif, et puis je ferai une suite à cette vidéo, ce seront les deux seuls sur les législatives, pour analyser de façon générale quels sont les partis qui peuvent apporter quelque chose de positif. Donc, ni Rassemblement national, ni Macron évidemment, donc maintenant La République en marche est devenue Renaissance, ben disons Renaissance, donc ce sont des partis que je rejette, très clairement. Qu'en est-il de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qu'on appelle donc NUP, ou NUPES, ou NUPS, je vois que toutes les prononciations sont dans la nature, peu importe. Moi je vais plutôt dire la nouvelle union dans ma vidéo, comme ça c'est facile à comprendre, et puis de toute façon ces acronymes ne sont pas toujours très jolis. Avec mon point de vue d'écologiste au sens premier du terme, d'ami des animaux, de personnes particulièrement au fait de la politique en France, puisque j'ai fait des vidéos sur quasiment tous les candidats, et donc j'ai bien étudié tout ça, qu'est-ce que je pense de cette alliance ? Eh bien, vous l'avez compris, je ne pense pas que du positif, et je voulais donc vous mettre en garde contre une très grosse déception. Parce que si vous croyez à cette nouvelle alliance, je sais que vous allez être déçus, quoi qu'il arrive. Et donc je vous mets en garde, vous en faites évidemment ce que vous voulez, mais au moins, comme qui dirait, vous aurez été prévenu. Je vais évidemment argumenter ces mises en garde avec des explications logiques, des extraits, des images et des propos de Mélenchon lui-même, ainsi que certains de ses acolytes. Je voulais particulièrement parler de Émeric Caron, parce que Émeric Caron est le premier, à mon avis, qui a écrit un livre sur l'antispécisme en français. Moi, je suis dans cette mouvance antispéciste. Je vous invite éventuellement à aller voir mes deux vidéos sur le sujet qui permettent de bien comprendre de quoi il s'agit et comment c'est récupéré par certaines personnes pour promouvoir une idéologie, je vais dire woke, qui n'a absolument rien à voir avec le respect des animaux, qui est carrément honteuse. Donc ne pas se tromper sur la signification de ce terme. Et donc a priori, on pourrait croire que je suis en soutien d'Émeric Caron. Et donc indirectement de Mélenchon, puisque Émeric Caron fait partie de la même alliance. Eh bien, ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas parce qu'on peut se donner des étiquettes, on peut se dire antispéciste, on peut dire qu'on aime les animaux, on peut dire qu'on est écologiste, et dans les faits, dans les décisions, ne pas du tout montrer les comportements en adéquation avec sa philosophie. Je ne vais pas réanalyser le programme de Mélenchon, l'Avenir en commun, puisque le nouveau programme de la Nouvelle Alliance, c'est à peu près la même chose. Il y a eu quelques petits détails qui ont été modifiés, mais je dirais c'est plus de la cosmétique pour faire plaisir aux nouveaux alliés communistes, écologistes et socialistes. Ce programme a des qualités et des défauts, comme tout programme, rien n'est parfait, et je vous renvoie à ma vidéo sur Mélenchon candidat si vous voulez plus de détails. Je comprends qu'on adhère à ce programme, certainement plus qu'à celui de Macron, du Rassemblement national et bien d'autres partis. Mais j'avoue que ce qui m'avait séduit chez Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à récemment encore, ce n'est pas seulement son côté écologiste ou prétendument animaliste, c'était surtout ses positions en géopolitique. Parce qu'effectivement, je l'ai découvert à ce niveau au moment de la guerre en Syrie que je suivais très attentivement, et c'était un des seuls politiciens qui osait dire les choses. Il a d'ailleurs été très critiqué pour ça. Regardez ici une partie d'interview reprise par Le Monde pour critiquer Mélenchon, pour dire qu'il a une position floue, mais en fait il n'a pas une position floue, il a une position honnête et claire par rapport à l'intervention russe, où il dit clairement que les Russes sont là pour régler le problème. Et c'est vrai que si les Russes n'avaient pas été en Syrie, eh bien soit la Syrie serait en état islamique et on serait vraiment très ennuyé avec ça, soit on serait encore dans la guerre, qui sait, puisque les Américains ont évidemment joué en jeu plus que flou concernant les islamistes, que tantôt on soutenait contre Bachar al-Assad, et tantôt on prétendait combattre. Évidemment, quand les Russes ont commencé à battre Daesh en Syrie, les Américains ont attaqué en Irak, parce qu'il ne fallait pas laisser la totalité de la victoire à la Russie. Ça aurait été un trop grand déshonneur pour les États-Unis. Et ça, Mélenchon l'avait parfaitement compris. Et donc, sur ce point, je suis très content des analyses de Mélenchon. Et concernant la guerre en Ukraine, jusqu'en février, il avait raison. Et il avait une position très claire, très nette, que je soutenais, et c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'étais plus pour Mélenchon, par exemple, que pour Macron, Jadot, etc. Je vais vous montrer ici des extraits de sa vidéo de février sur la guerre en Ukraine, et vous allez voir qu'il disait beaucoup de choses correctes et intelligentes. Personne n'arrive à imaginer que l'Europe soit en danger de guerre. Et l'instinct populaire, de ce point de vue, n'est pas si mauvais que ça. Puisque, après tout, on sait bien que les puissants ont l'habitude de gesticuler. Et que dans la partie qui se joue aujourd'hui, il y a une part de gesticulation. Mais vous comprenez tous, parce que tout le monde a été à l'école, tout le monde a appris à l'école, au cours d'histoire, les causes des deux grandes guerres mondiales, que c'est à la faveur de deux faits que se déclenche une guerre. D'abord des causes profondes, réelles, qui sont là, en arrière-plan, qui travaillent le cours de l'histoire, et puis après, l'événement conjoncturel qui va déclencher d'un seul coup ce que tout le monde croyait impossible. Donc nous devons toujours prendre au sérieux cette conjonction, c'est-à-dire lorsqu'on voit que s'accumulent des causes de guerre, et que, en même temps, ceux qui sont les acteurs, les protagonistes, on dit, de la situation, peuvent se livrer à des actes désordonnés ou des actes provocateurs qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, déclencher une escalade jusqu'à l'ouverture du conflit. C'est là-dedans que nous sommes. La Russie et les États-Unis d'Amérique se font face, car c'est eux, et eux seulement, qui sont en cause dans cette affaire, de deux manières. Du côté des Russes, ils savent qu'ils sont une nation qui est en train de revenir. Après la destruction de l'Union soviétique, il n'y a jamais eu aucune discussion sur la façon d'organiser la suite. Et c'est un exemple unique dans l'histoire moderne, contemporaine, que la fin d'un empire ne conduise à aucune négociation, ni de frontières, ni d'organisation générale. Et puis, la Russie soviétique se sentait extrêmement sûre d'elle-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Crimée, qui n'était pas ukrainienne auparavant, a été rattachée à l'Ukraine par Nikolaï Khrouchtchev, qui était à l'époque le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, qui avait dit en prenant cette décision, ça prouvera que l'Ukraine et la Russie sont définitivement alliées et deux nations sœurs et unies dans le même ensemble. Bah, vous voyez, l'histoire réserve toujours des surprises à ceux qui pensent d'abord la maîtriser sans tenir compte des réalités. Mais le fondamental du bras de fer n'est pas là. Le fondamental, il est dans le fait que continuellement, la Russie est conduite à devoir débrouiller des problèmes abandonnés
par la fin de l'Empire soviétique et que le plus souvent, cela se règle par la force, soit d'un côté, soit de l'autre. Ainsi, on avait vu la Géorgie de M. Tchakhachvili, qui était lui-même un tyran, franchir les frontières d'un certain nombre d'enclaves russophones, créant un désordre incroyable au moment du démarrage des Jeux de Pékin. Et comme réponse à ces situations, alors que la Géorgie n'avait rien d'une démocratie, les États-Unis d'Amérique ont toujours donné raison à ceux qui agressaient ou créaient des tensions avec la Russie. Mais ce qui est frappant, c'est que alors que les États-Unis d'Amérique avaient pris l'engagement que l'OTAN ne s'étendrait pas jusqu'à la frontière russe, et que cet engagement avait été accepté par les Russes soviétiques de l'époque, comme la raison pour laquelle ils n'intervenaient pas militairement pour rétablir leur empire dans ces zones lorsqu'elles craquaient contre l'Union soviétique. Bref, la promesse avait été faite et elle n'a pas été tenue puisque les 10 pays qui sont entrés dans l'Union européenne, avant d'entrer dans l'Union européenne, ont dû signer leur adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sous domination des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont une puissance en déclin. Et donc, comme toutes les puissances en déclin, elle a tendance à ruer des bras, des jambes pour rétablir de l'autorité. Mais les composantes des États-Unis d'Amérique sont pas d'accord sur où le faire. Si bien que les uns disent, tapons les Russes parce qu'on a tout le temps fait ça et qu'on sait le faire. Les autres disent, tapons les Chinois. Et certains disent, tapons les deux parce que c'est nous les maîtres. Tout ça est absurde, parce que toutes ces stratégies se contredisent. Que l'on tape les deux, ou que l'on tape un d'un côté, chacun d'un côté, on les pousse à se retrouver. Et c'est le résultat de la stratégie des États-Unis d'Amérique, et que jamais la Russie n'a été aussi imbriquée avec la Chine qu'elle ne l'est aujourd'hui, aussi bien par des mécanismes économiques communs, aussi bien par l'organisation d'activités financières communs, ont réussi comme résultat absolument paradoxal d'avoir élevé le niveau d'autonomie et de défense et de capacité des Russes face aux Américains. Donc les États-Unis, qui ne sont pas d'accord sur la stratégie à appliquer, néanmoins ont décidé d'étendre l'OTAN jusqu'à la porte de la Russie. Et ça, évidemment, c'est inacceptable pour les Russes, et on le comprend, parce que déjà dans le passé, ça a provoqué des crises majeures. Peut-être que tout le monde a oublié, mais pas ceux qui ont connu et qui s'intéressent à l'histoire. La crise des fusées à Cuba, peut-être que vous vous souvenez que des fusées nucléaires avaient été installées à Cuba par les Soviétiques, et les Américains avaient exigé leur retrait, et ils nous avaient mis à deux doigts d'une guerre mondiale en disant qu'ils viennent faire ces fusées aux portes des États-Unis d'Amérique. Et en effet, on ne pouvait pas être d'accord avec une telle installation. Mais pourquoi avait-elle eu lieu? Parce que dans le même temps, la Turquie, qui était à l'époque limitrophe et frontalière de zones contrôlées par l'Union soviétique, avait reçu sur son propre territoire des missiles nucléaires américains, ce qui déjà n'avait pas été supporté par la Russie soviétique. Donc vous comprenez que ce ne sont pas des nouvelles questions, ce sont des vieilles questions dont on connaît les codes. Et quand on connaît les codes, si on décide de les violer, c'est qu'on décide soi-même d'aller plus loin qu'il n'est possible d'aller. Et c'est ce qui se passe avec l'attitude des États-Unis d'Amérique qui cherchent à étendre l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie en incluant l'Ukraine. L'Ukraine qui est dans une situation de désordre interne absolu, après qu'une série de gouvernements se soient succédés, tous plus corrompus les uns que les autres, certains ultra pénétrés par des nazis, il est tout à fait clair que ce sont les États-Unis d'Amérique qui jettent de l'huile sur le feu. Bref, pour l'instant, les Allemands sont montrés du doigt par les Nord-Américains qui ont donné des décisions absolument incroyables. On a vu monsieur Olaf Scholz, le chancelier allemand, aller à Washington, où c'est le président américain qui dit « Et si il y a un problème, nous couperons le gazoduc Nord Stream 2. » Alors ce gazoduc, c'est la grande affaire. Pourquoi? Parce qu'il amène du gaz russe en Europe et que l'Allemagne se chauffe avec le gaz russe et nous aussi on achète. Hein. C'est normal, c'est la répartition des matières premières entre ceux qui en ont besoin. Alors évidemment, c'est une énergie carbonée. Nous, écologistes, on voit ça d'un œil assez négatif, mais bon, c'est un fait. Ce gazoduc existe, il a été construit, il arrive là. C'est pas au président des États-Unis de dire s'il va fonctionner ou pas. D'autant que, dans cette affaire, les États-Unis d'Amérique sont partie prenante directement du commerce du gaz. Lequel? Le gaz de schiste, évidemment. Le gaz de schiste, le pétrole de schiste qui a rendu les États-Unis d'Amérique autonomes
en matière énergétique, il faut qu'ils le vendent. Il faut qu'ils se rentabilisent. Pour ça, ils ont besoin de deux choses. un baril de pétrole à $60 minimum pour rentabiliser leurs investissements. Donc ils poussent à l'augmentation des prix de l'énergie. Et deuxièmement, il faut qu'ils en vendent, parce qu'ils n'ont pas besoin de toute cette quantité pour eux-mêmes. À qui voulez-vous qu'ils les vendent? L'autre gros consommateur le plus proche qu'ils aient, c'est l'Union européenne. Et par conséquent, ils cherchent à en vendre sans arrêt. Acheter du gaz non conventionnel aux Nord-Américains, c'est cotiser à l'Empire. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire comme Français? Quelle est la bonne position? Quel est notre intérêt? Notre intérêt, c'est d'être non alignés. Son analyse est excellente et le sujet est d'une importance capitale. Vous savez sans doute que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la question, mais son analyse correspond parfaitement à mes propos, sauf que moi je les ai tenus après le déclenchement de l'opération militaire et lui l'a tenu avant. Or, ce qu'il fait, c'est qu'il a complètement retourné sa veste. C'est-à-dire qu'il dit bien que les États-Unis, en déclin, se comportent de façon incohérente, agressive, accumulent les provocations, et depuis longtemps, puisqu'il parle de la Géorgie, si je me souviens bien, c'est en 2008, donc ça fait 15 ans de provocation au moins, qu'ils font des choses totalement inacceptables aux yeux des Russes, inacceptables aux yeux des Européens, notamment des Allemands, concernant le fameux nouveau gazoduc Nord Stream 2, et donc il est vraiment incohérent par rapport à lui-même. Il accuse à raison la politique américaine d'être à l'origine du conflit. Il sait que les civils du Donbass sont massacrés par le gouvernement corrompu ukrainien. Et quand les Russes interviennent, Mélenchon n'a plus aucune nuance, c'est les Russes les méchants. Or, il fallait sauver les civils du Donbass, et s'il n'avait qu'envoyé des troupes dans le Donbass, c'est ce qu'espéraient les États-Unis, c'est ce que les États-Unis ont forcé les Russes à faire, eh bien les États-Unis, en armant jusqu'aux dents l'Ukraine, auraient pu faire durer le conflit une éternité. Donc, la seule stratégie possible pour les Russes d'intervenir, de ne pas laisser les civils du Donbass massacrés, de ne pas laisser l'Ukraine se mettre en position de force pour attaquer la Russie, c'était clairement son objectif, c'était d'attaquer de façon intelligente comme ils l'ont fait. Et là, Mélenchon, plus aucune nuance, plus rien. Écoutez ce qu'il dit par rapport à ce conflit. Des négociations sont en cours. Quelles sont les conditions d'une paix équitable ? La première de ces conditions, c'est que les Russes sortent d'Ukraine. Parce que la catastrophe, je pèse mes mots de départ, c'est qu'ils soient entrés en Ukraine. Parce que les Russes ont quand même tout cassé. Je suis bien conscient qu'en politique, il faut parfois s'adapter aux circonstances pour gagner son électorat. Et donc, de temps en temps, changer d'avis pour avoir une chance de gagner des élections, je peux le comprendre. Je ne dis pas que j'approuve, parce que je suis un grand fan de l'honnêteté, de la rigueur intellectuelle, mais bon, c'est aussi pour ça que je ne fais pas de politique. J'ai été une fois candidat, et j'ai d'ailleurs écrit un article pour dire que je trouvais très difficile ce système politique pour quelqu'un qui était honnête comme moi. Ceci dit, pour moi c'est un sujet crucial, mais ce n'est pas la première fois que M. Mélenchon retourne sa veste, loin s'en faut. Et c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut faire confiance à M. Mélenchon? Eh bien malheureusement, je vais vous prouver que la réponse est non. Quand on soutient quelqu'un, on lui trouve toujours des excuses. Et chaque changement d'avis de Mélenchon, la liste est vraiment interminable. Il y aura toujours en argument, c'était il y a longtemps, oui, mais vu l'actualité, etc. On peut citer le Frexit, la sortie de l'Union européenne, qui faisait partie de son plan B en 2017. Il veut une 6e république, et si ça ne marche pas, on sort de l'Union européenne, puis ça disparaît. On peut parler du voile islamique, il était contre, il est devenu pour. Il a voté pour le traité de Maastricht, et puis maintenant il est contre les traités européens, etc. En fait, si on devait faire la liste, eh bien on pourrait en remplir un bouquin. Bon, que les gens évoluent, je veux bien, mais le problème c'est par rapport à la confiance. Or, à part la guerre en Ukraine, qui pour moi est un sujet crucial, je le répète, il y a quand même évidemment la pandémie. Mais pas la pandémie, parce que j'aurais peur du SRAS-CoV-2 évidemment, vous savez que c'est pas la question, mais c'est par rapport aux politiques qui sont mises en place. Et là, vous allez voir qu'il y a un gros problème, en fait le problème principal, qui fait que si comme moi, vous ne voulez pas de ce monde futur, je dirais à la chinoise, avec un crédit social, où vous êtes rationné, où vous êtes contrôlé, où vous avez des passes sanitaires, climatiques, etc., tout en un sur votre téléphone, voire sur une puce électronique injectée dans votre corps, comme c'est déjà le cas en Suède et dans quelques autres pays,
Eh bien, est-ce que Mélenchon fait partie de l'opposition ou est-ce qu'au contraire, il va travailler avec le pouvoir en place, c'est-à-dire celui de l'Union européenne et de Macron? Eh bien, la réponse est claire, il sera du côté de l'Union européenne et de Macron. Vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez par vous-même et essayez de réfléchir un petit peu, un tout petit peu plus loin que le bout de votre nez. J'ai voté contre le pass vaccinal et avant ça contre le pass sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé a dit qu'il ne fallait pas imposer la vaccination parce que c'était contre-performant et qu'il fallait convaincre plutôt que contraindre. Je m'en tiens à l'Organisation mondiale de la santé et je ne me permettrai pas, madame, de vous dire ce que vous devez faire ou ne devez pas faire. Ceci est d'une importance capitale. Beaucoup d'entre vous ne veulent plus de Macron, notamment parce qu'il veut nous imposer ses injections, ses passes, etc. Et donc, il voit en Mélenchon en opposant. Et quand on entend ça, cet extrait que je viens de prendre, on va dire, vous voyez, il s'oppose. Mais regardez, n'oubliez pas que Mélenchon est très intelligent, je n'ai jamais dit le contraire, c'est un excellent orateur, encore une grande qualité, mais malheureusement, il utilise cette intelligence pour vous manipuler. Et ceci est vraiment une preuve irréfutable, même si je vous ai déjà donné d'autres arguments, ceci, à mon avis, est vraiment une disqualification totale de Mélenchon si vous comprenez vraiment ce qu'il est en train de vous dire. Parce que ça, c'est une partie de l'émission. Je vous propose deux autres parties. D'abord une intermédiaire, et puis la note finale. Sans se soucier du fait que je militais au niveau international pour qu'on puisse produire le vaccin dans tous les pays, sans se soucier du fait que je suis moi-même vacciné après y avoir réfléchi et fait l'équilibre des avantages et des inconvénients tel que je le vois. On préférerait quelqu'un comme Florian Philippot, comme Nicolas Dupont-Aignan, qui ont refusé l'injection et qui refusent d'utiliser le pass. Mélenchon utilise le pass, il a reçu l'injection et il milite même pour qu'on puisse fournir des injections à la planète entière. Donc, comme opposant à la stratégie de Macron, avouez que c'est pas le plus radical. Mais passe encore. Regardez la suite qui est bien plus importante. Si cette vaccination était obligatoire, comptez sur moi pour vous courir derrière, pour que vous soyez vaccinés. Mélenchon dit que si c'était obligatoire, il vous poursuivrait pour que vous receviez l'injection. Mais il est candidat, au moment de cette interview, à l'élection présidentielle. Lui-même, va-t-il décider une obligation ou pas? Eh bien, je rappelle, il vient de le dire. Je m'en tiens à l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez entendu? Il s'en remet à l'OMS. Or, l'OMS prévoit dans ses nouveaux statuts, c'est en cours de modification, pour pouvoir imposer ses recommandations aux différents États signataires, à savoir 194. Je vous rappelle que l'agenda 2030 a été signé par 193 pays, notez la similitude, et donc on va avoir une sorte de gouvernement mondial, l'OMS, qui va décider si une maladie est une pandémie, et si c'est une pandémie, elle va prendre des décisions qui passeront devant les États. Et Mélenchon les acceptera et les mettra en application. Je vous alerte depuis le début de la pandémie. Celle-ci va être en prétexte pour mettre en place de nouveaux mécanismes et changer de modèle. Ce que les complotistes appellent le nouvel ordre mondial. Mais notez que cette expression, qui avait déjà été utilisée par Sarkozy, a été reprise récemment par Ursula von der Leyen, et elle accuse d'ailleurs la Russie d'être en danger pour cet ordre mondial. C'est quand même important que vous compreniez ce qui est en train de se passer. L'ONU a son agenda 2030. Il y a 193 pays qui ont signé. L'OTAN a son agenda 2030. Et ça nous concerne très largement, parce que même si l'OTAN, contrairement à l'ONU, ce n'est pas tous les pays du monde, ou presque, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Elle ne veut pas que les pays aient leur indépendance politique. C'est encore une fois pour tout centraliser. Évidemment, quand vous lisez leur site internet, ça paraît toujours sympa, mais il est vraiment très important que les petites phrases, les plus discrètes, soient mises en avant pour que les gens comprennent ce qui se passe. Regardez ici, faire en sorte que l'organisation reste forte militairement, qu'elle se renforce encore davantage sur le plan politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si l'OTAN décide que la Russie c'est l'ennemi qu'il faut lui faire la guerre, eh bien les États ne pourront pas dire non parce que les décisions politiques seront prises à l'OTAN. C'est ça que ça veut dire. S'il semble que ce nouveau monde
occidentale qui se dessine, dominée par les multinationales qui ont déjà complètement infiltré la France avec Macron. On connaît McKinsey, on a parlé de BlackRock, on va pas faire toute la liste. On peut se poser la question si tout ça va se faire au niveau mondial avec la Chine ou bien s'il va y avoir deux blocs. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails. Ce qui est certain, c'est que le système chinois de contrôle de la population fait des émules et le monde occidental a envie de la même chose. On me disait il y a 2 ans, quand je parlais de crédit social, que j'étais complotiste. Le crédit social est arrivé en Europe. Il est maintenant annoncé pour être généralisé. Si vous ne me croyez pas, allez voir les preuves dans ma 100e vidéo où j'ai fait une compilation de tout ça. Donc la seule question, est-ce que Mélenchon va s'opposer à ça? Ou est-ce qu'il va travailler main dans la main avec Macron pour mettre ce système en place? Je pense honnêtement qu'on a déjà la réponse. Mais si vous avez en doute, regardez encore un point commun entre Macron et Mélenchon. Tous les deux admirent le modèle chinois. Voyez pour Macron, voyez pour Mélenchon. Ils vont dans la même direction. Vous croyez que Mélenchon est un grand opposant à Macron? Alors c'est facile de faire des grands discours. Mélenchon est très fort pour ça. Nous le savons. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le président de la République française. Mais que se passe-t-il quand ils sont côte à côte ou face à face? Plaisir à échanger avec monsieur Mélenchon parce qu'on n'a pas toujours les mêmes idées surtout. Pas souvent. Non, il y a des fois où ça arrive, mais en tout cas c'est toujours respectueux et c'est toujours intéressant. Oui, c'est bien. Parce que votre adversaire c'est plus le Front National que lui-même finalement. Ah, j'ai aucun doute. Ça, j'ai. Bon, alors ça vous a plu? On a des confrontations politiques, mais Mélenchon, ce n'est pas mon ennemi. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, Si, vous l'avez dit. Oui. Vous l'avez dit. Alors, non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. Non, mais vous avez été content, alors elle vous a dit qu'elle lâche l'affaire ou pas? Ah non, sur le. Non. Mais j'ai dit que moi je ne lâcherai pas non plus. Et vous l'avez fait regarder un peu la Méditerranée, tout ça? Non. Là-haut, vous étiez bien. Ouais, très bien. Il y a Qu'elle se rende compte, parce que sans blague, c'est pas dans sa culture. Elle sait pas de quoi il C'est la s'agit. Baltique. Oui, puis elle vient de l'Est de l'Allemagne, alors. On dirait les plus grands amis du monde. Quant à l'hypocrisie, bravo. Pour quelqu'un qui va être son principal opposant, comme Premier ministre, on a vu mieux. Certains me diront, c'est trop tard, Macron est élu, on va avancer vers l'agenda 2030, il n'y a rien à faire. Mais il vaut mieux Mélenchon qu'en autre, parce qu'au moins il y aura un côté écolo. Écolo? Pour mettre en place son agenda, pour renforcer l'OTAN, pour renforcer l'impression d'une unité au niveau de l'Union européenne, accessoirement pour faire tourner le complexe militaro-industriel américain, on a inventé une guerre en Ukraine. Vous connaissez tout ça, j'ai déjà fait 3 vidéos sur la question. Et un des points cruciaux, qui est repris par Mélenchon dans sa vidéo de février, je vous le rappelle, c'est que les États-Unis veulent empêcher l'Allemagne d'avoir le gazoduc. Biden décide de ce qui est bon pour nous ou pas déjà maintenant. Alors vous imaginez, avec l'OTAN renforcée, avec l'agenda 2030, je ne vous raconte pas l'indépendance de la France. Oui, mais se fermer du gaz russe, ça veut dire quoi? Ça veut dire le gaz de schiste américain. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est le gaz de schiste? Même en médias considérés comme très à droite et plutôt anti-écolo, comme TV Liberté, vous fait un petit résumé, très bien fait, des dangers du gaz de schiste. Le schiste est la roche sédimentaire la plus répandue sur la planète. Certains schistes contiennent du méthane piégé dans leurs fissures. De ce fait, d'énormes réserves de gaz seraient réparties partout dans le monde. Les réserves mondiales de gaz de schiste sont estimées à 448 000 milliards de mètres cubes, environ 140 ans de la consommation actuelle de gaz naturel. Plus de la moitié de ces réserves se trouvent en Asie et en Amérique du Nord. À la différence des réserves conventionnelles, la roche est ici à la fois source et réservoir. Il est donc impossible de pomper comme dans les poches de gaz naturel. Les quantités de gaz de schiste par mètre cube de roche sont très faibles, et son extraction est techniquement complexe. L'une des techniques est l'hydrofracturation. Avec un derrick, on perce d'abord en profondeur pour atteindre la couche des schistes. Le forage se poursuit horizontalement, souvent sur plusieurs kilomètres. Ensuite, d'énormes quantités d'eau sont injectées,
Elle casse les schistes, libérant le gaz. Cette technologie nécessite non seulement des millions de litres d'eau, mais aussi l'addition de nombreux produits chimiques. Si une moitié de l'eau peut être récupérée, l'autre moitié peut se diffuser jusqu'aux nappes phréatiques, risquant de polluer l'eau potable. On met des produits chimiques, mais en plus certains qui sont cancérigènes, sous le sol, en espérant qu'on mange aussi. en espérant qu'ils vont pas remonter et en espérant qu'ils vont pas polluer les nappes phréatiques. Donc, et on a vu d'ailleurs des Américains dans un film qui s'appelait Gasfire, je crois, un petit film qui montrait que les Américains, ils pouvaient enflammer l'eau du robinet dans certaines régions, quoi. Donc ça remontait clairement dans les nappes phréatiques. Donc c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que les Européens n'ont pas voulu le faire. Extrêmement polluant, quoi, en fait. Et donc ça crée d'ailleurs, je crois qu'au Royaume-Uni, ils ont arrêté le gaz de schiste parce qu'il y avait trop de séismes qui se propageaient à cause du gaz de schiste. Aux États-Unis, il y en a aussi beaucoup plus de petits séismes, mais au Royaume-Uni, c'était des séismes un petit peu sévères, quoi. Voilà, de force 5. Et du coup, ça les a un petit peu calmés sur le gaz de schiste. Ouais. Mais alors, on a le sentiment finalement que c'est parmi les plus mauvaises solutions énergétiques, on va dire. Oui. Mais que finalement, si on ferme le robinet de toutes les autres avant, les Européens se retrouvent à acheter du gaz de schiste parce qu'il n'y a plus d'autres solutions. Exactement, on n'avait pas le choix. D'ailleurs, c'était un peu le plan des Américains depuis longtemps. Moi, j'étais au Parlement européen à une époque, et ça fait longtemps aussi que la Commission européenne pousse pour qu'on achète du gaz américain et qu'on arrête d'acheter du gaz russe. Et où avez-vous vu que Mélenchon va s'opposer à ça? Il a dit qu'il fallait mettre Poutine en prison, que c'était la Russie entièrement responsable de la guerre. Donc il va soutenir les sanctions, et donc on va accepter le gaz de schiste américain, et certains vont dire oui mais c'est hypocrite, le gaz de schiste est tellement polluant que c'est interdit en France, mais si c'est pour l'utiliser, autant l'exploiter en France. C'est ça l'avenir écologique avec Mélenchon? La vidéo est déjà très longue. J'avais encore prévu plein de trucs à vous montrer. Je vais donc faire très très vite pour terminer. Vous ne pouvez pas voter pour un Premier ministre. C'est Macron qui décidera le Premier ministre. Vous allez voter dans votre circonscription pour un député. Ce que Mélenchon prétend, c'est que s'il y a assez de députés de la nouvelle Union, Macron n'aura d'autre choix que de le choisir lui. Alors déjà, ça c'est de la manipulation. Je vous mets juste quelques mots d'un ancien candidat qui n'a pas intérêt à prendre parti pour l'un ou pour l'autre, puisque de toute façon il ne se présente pas, il n'aura pas de député. Écoutez ce qu'il dit. Du côté gauche, M. Mélenchon porte la responsabilité, je l'ai dit, énorme, historique, d'avoir tout de suite refusé de débattre avec Mme Le Pen, parce que Mélenchon-Le Pen, peut-être que là, pour le coup, des Français de gauche se seraient dit, auraient accepté de mettre le bulletin Le Pen dans l'urne parce qu'il y avait Mélenchon. Mais ça n'a pas été le cas. Et M. Mélenchon, qui est un vieux de la vieille, c'est un vieux briscard, vous l'avez vu, a eu cette finesse de faire croire qu'il allait pouvoir être élu Premier ministre. Alors d'abord, tout le monde sait, ou alors il faut vraiment rien connaître aux institutions, que le Premier ministre n'est pas élu. Il est nommé par le président de la République. C'est une manipulation de l'opinion publique française de gauche que je trouve vraiment terrible. Monsieur Mélenchon fait croire qu'il peut être Premier ministre. Ça veut dire qu'il fait croire que son union de la gauche pourrait avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il y a 577 députés, ça fait donc 289 qu'il en faut pour avoir la majorité absolue. Bon. Mais, sans entrer ici dans des détails qui rallongeraient trop mon exposé, mais que vous trouverez dans la presse, les spécialistes de la politique regardent détail après détail dans chaque circonscription comment les choses vont se passer. Parce que ça ne sont pas des élections législatives à la proportionnelle intégrale. Si c'était des élections législatives à la proportionnelle, le nombre de députés serait proportionnel au score réalisé. Et M. Mélenchon, avec ses 21%, pourrait avoir, au du premier tour, pourrait peut-être briguer 21% des 577 députés, ce qui ferait quelque chose comme 120 députés, ce qui serait quand même considérable alors qu'il n'en a que 17 aujourd'hui. Mais même 120 députés, ce serait un groupe important, mais ce serait un groupe minoritaire, puisqu'il faut 289 députés pour avoir la majorité absolue. Qu'au soir du premier tour, puis du deuxième tour, eh bien, tous ceux qui ont cru que M. Mélenchon avait des chances de devenir Premier ministre vont sacrément déchanter, de même que ceux qui pensent que Mme Le Pen
Et le RN pourrait gagner plus de 100 ou 150 circonscriptions. On va donc, et je le dis la mort dans l'âme, ne croyez pas un instant que je m'en réjouis, on va donc assister probablement à une reconduction massive de la majorité de députés en faveur de Macron. Peut-être même aura-t-il plus de députés qu'en 2017. Pour que Mélenchon soit fort au niveau opposition, il a besoin de nombreux députés. Mais ça va être qui ces députés ? Quel genre de personnes vont être présentées pour que vous puissiez voter pour son alliance, pour son union populaire ? Quelqu'un par exemple de ELV, comme le maire de Grenoble, qui au lieu de passer son temps à l'écologie, puisqu'il représente le parti écologique, passe son temps avec comme combat principal d'autoriser le burkini dans une piscine. Est-ce que vous ne croyez pas que la situation du monde a d'autres priorités que le burkini ? En autre candidat, je vous en ai parlé, c'est Aymeric Caron. Aymeric Caron, comme le maire de Grenoble, il est tellement enragé pour qu'on accepte l'islam et tous les musulmans de la planète en France que j'étais son contact sur Twitter, ce qui est normal puisque c'est l'auteur du livre Antispécisme, que je fais des vidéos sur l'antispécisme, je lui ai envoyé mes vidéos, j'ai discuté avec lui d'antispécisme. En certains moments, il n'y avait plus que des tweets sur l'islam, plus rien sur les animaux. Je lui ai simplement fait une remarque que les musulmans avaient la viande halal, qu'ils égorgeaient les animaux, et que c'était peut-être pas le principal combat des animalistes. Le résultat, il m'a bloqué. Bravo le dialogue, bravo la démocratie. Entre le permis de voter et le refus de dialoguer, avec quelqu'un qui est dans votre même mouvance concernant la conservation des animaux. Rappelons aussi que Caron est pour les injections, qu'il est tout à fait dans la mouvance woke que j'ai déjà dénoncée très souvent, une mouvance soutenue par les multinationales américaines et les transhumanistes qui veulent tout à fait un monde woke en 2030, ça fait partie de l'agenda 2030. Donc, il y a une certitude absolue, Mélenchon n'est pas en opposant à Macron, c'est en imposant deux pacotilles. Il travaille avec Macron, il veut l'agenda 2030, il veut ce nouveau monde, comme Macron, peut-être à quelques détails près. Alors c'est très facile de faire un arrangement avec Macron, il aura peut-être 20-25%, Macron le choisit comme Premier ministre, c'est possible, il aura la possibilité de le faire. Et puis il va faire un petit peu comme avec Nicolas Hulot, on va lui laisser quelques petites miettes, il va peut-être réussir à interdire le glyphosate, très bien, il va peut-être fermer quelques fermes-usines, très bien, et on va dire, regardez, voilà, on a un bel opposant écologiste à Macron. Mais vous aurez votre crédit social, vous aurez la France engloutie dans l'Union européenne, l'OTAN, l'ONU, et l'OMS et tous ces organismes qui sont en train de prendre le pouvoir au-dessus des États. Vous aurez les injections obligatoires, vous aurez donc tout ce que vous ne voulez pas, avec une petite couleur verte, peut-être, et encore, apportée par Mélenchon. Bref, je suis désolé de le dire, je n'ai pas de candidat miraculeux à vous proposer comme Premier ministre, et je me doute qu'on aura un Premier ministre qui n'est pas dans notre camp, mais Mélenchon ne fera pas exception. Donc ne rêvez pas. Si vous voulez vraiment faire une opposition à Macron, il faut quelqu'un qui s'oppose réellement au pass, aux injections, à l'Union européenne, à l'OTAN, etc. C'est la seule chance de mettre en grain de sable dans le rouage mondialiste qui est en train de se mettre en place sans opposition pour l'instant. Est-ce qu'il y en a ? Ben oui, il y en a quelques-uns. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais je peux déjà le dire, il y en a qui sont pour la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'OTAN, qui ne veulent pas que le cash disparaisse au profit du portefeuille numérique européen qui sera lancé au mois de septembre. Allez voir, hein, c'est sur le site de l'Union européenne, hein, c'est pas moi qui vous invente, c'est l'ébauche du crédit social, ce sera votre seul moyen de paiement, donc on pourra vous rationner, on pourra vous interdire d'utiliser votre argent si vous n'avez pas reçu des injections, etc. C'est vraiment le crédit social européen qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est sur le site de l'Union européenne, c'est pas du complotisme. Et les rares qui veulent mettre fin à ça sont dans une petite alliance qui a bien plus de valeur que cette fameuse Union populaire qui n'apporte rien. C'est une alliance avec Philippot, Dupont-Aignan et Charles-Henri Gallois de Génération Frexit. Je vous en parlerai plus à la prochaine vidéo. J'irai voir s'il n'y a pas d'autres opposants, mais de ce que j'ai vu pour l'instant, ce sont les seuls qui s'opposent à ce nouveau monde, à ce nouvel ordre mondial, à cet agenda 2030, qui n'est pas du tout en complot, qui est signé par les États, qui est publié sur les sites nationaux en France, au Mexique et dans les autres pays, y compris sur le site de l'ONU lui-même. Vous voulez le monde de l'agenda 2030, de la grande réinitialisation, parfait, votez Macron, Mélenchon, tout ça c'est la même chose. Votez Macron, votez Mélenchon, votez Jadot, tous ces partis ont les mêmes objectifs.
alors il y a des tout petits détails qui changent pour faire croire que c'est de la démocratie, mais c'est du blabla. Si vous voulez sortir de tout ça, vérifiez quels sont les femmes et les hommes politiques qui vous annoncent ce qui est en train de se passer, qui disent on n'en veut pas et qui vous proposent des solutions radicales. Et pas ceux qui font semblant d'être une opposition, comme Mélenchon. Voilà, merci pour votre fidélité et à bientôt.